Tenez, prenez-le et montez le feuilleté dans votre chambre. Il vous appartient. Non. Je peux pas accepter. Mais pourquoi donc? Parce que c'est trop de cadeaux, Henri. Je suis pas à vendre. En octobre 1990, tout le Québec tombe sous le charme de la jeune institutrice des filles de Caleb. Émilie incarne une femme volontaire, beaucoup plus près des femmes modernes que des jeunes filles traditionnelles du début du siècle. Donalda Laloge, dans Les Belles Histoires des Pays d'en haut, est apparue à l'écran en 1956 pour la première fois. Émilie Bordelot, dans Les Filles de Caleb, en 1990. Les deux histoires se passent à peu près à la même époque. Les deux femmes ont sensiblement le même âge. Pourtant, 34 ans de questions, de revendications, d'émancipation, de féminisme les séparent. Il n'y a rien d'innocent là-dedans. L'énorme différence entre Donalda l'esclave et Émilie l'intransigeante nous montre très bien comment les téléromans nous aident à marquer des étapes, à faire évoluer les choses. Or, les droits de la femme ont peut-être été le sujet le plus régulièrement traité dans 50 ans de drames télévisés au Québec. Vendue par son père au terrible Séraphin, Donalda est le prototype de la femme du passé qui se sacrifie pour les autres. Quand je serai plus capable de la porter, ma croix, je la traînerai. Parce que son père est bonasse et est un être sans grande envergure, disons-le comme ça, elle est prise finalement dans un étau où, pour le sauver, pour sauver le reste de la famille, elle accepte, elle fait le grand sacrifice. Donalda a été obligée de baisser pavillon à un moment donné, tout simplement, en se disant « il faut que je survive ». Elle était une personne qui survit aux choses difficiles. Qu'elle soit malheureuse en ménage comme Donalda Laloge ou mère comblée comme Joséphine Plouffe, les femmes des téléromans des années 50 s'imposent par leur force de caractère et témoignent de la puissance du matriarcat au Québec. Dans les textes de M. Grignon, les femmes sont souvent plus fortes que leur mari. On pense si vous pensez à Théodore Bouchonneau, sa femme était celle qui menait tout et grâce à qui le magasin général fonctionnait. La maîtresse de poste, qui était aussi institutrice, ça fonctionnait très bien. Le matriarcat était très présent dans les personnages de M. Grignon. Il nous a souvent parlé de son père, qui était un personnage très important. Mais j'ai l'impression que sa mère devait l'être, et sa femme était un personnage très imposant aussi. À cette époque, bien peu de femmes remettent en question leur vocation de reine du foyer, entièrement dévouée au bonheur de la famille. Maman! Aussi, les téléspectatrices ne tardent pas à s'identifier à ces femmes traditionnelles, mises en scène dans Le Survenant, 14 rue de Galais, ou encore à Madame Velder et à sa fille Élise. Ce personnage d'Élise était un très joli personnage. Douce, à l'image de beaucoup de jeunes femmes de l'époque. Hein. On est dans les années 50. Bon. Elle était sage, Élise. Elle vivait auprès de sa maman, donc qui était la propriétaire de cette pension où on recevait des pensionnaires. Présentée au petit écran à l'automne 1957, la pension Velder raconte les aventures cocasses d'une pension de famille sous la gouverne de Joséphine Velder, une veuve vigoureuse, incarnée par Lucie de Vienne-Blanc.
Les pensions de famille, on ne sait plus ce que c'est de nos jours. Ces maisons où la propriétaire ou le propriétaire, pour des besoins d'argent, ouvrait la maison donc à des pensionnaires qui vivaient là véritablement une vie de famille. Il y avait la grande salle à manger où tout le monde se réunissait et chacun avait sa petite histoire. Incarnée par Françoise Fauché, la sage Élise aide sa mère en attendant de se marier. Elle partage ainsi son temps entre les travaux ménagers, les courses, la couture et la lecture. Élise était la jeune fille à peu près idéale, disons. Elle aimait les belles choses, elle aimait la littérature, la poésie. J'ai l'impression que M. Robert Choquette, donc l'auteur, y avait mis tout ce qu'il espérait trouver chez une jeune femme. Une certaine élégance, une certaine façon de se tenir, une façon élégante aussi de s'exprimer. Un peu bon chic, bon genre, qui trouvait son écho dans la société de l'époque. Comme jeune comédienne, j'aurais aimé pouvoir pousser quelques cris de colère, partir dans des grands éclats de rire, faire quelques folies, pleurer à chaudes larmes, me rouler par terre, enfin faire voir que j'avais des tripes. Mais ce n'était pas dans les perspectives de M. Choquette. Et comme je vous dis, ça ressemblait beaucoup aux jeunes filles de l'époque en 50-60. Le téléroman écrit par Robert Choquette a tout de suite du succès. Il faut dire que le public connaissait bien les personnages de la pension Welder qui avaient joué à la radio pendant 15 ans. C'était un petit monsieur menu, joli visage, extrêmement distingué, bien élevé, très vieille France, galant avec les dames, aimant beaucoup les dames d'ailleurs, et il savait leur parler. Son écriture était peut-être un petit peu compassée. Elle était, elle aussi, peut-être un peu d'une autre époque, oui. Mais elle convenait très bien à la pension Welder, justement, qui a été en fait sa grande réussite à la télévision, oui. Tous les personnages étaient bien campés, ils étaient colorés, ils avaient leur vie propre. Non, il avait du talent. Mais le monde est en train de changer et la révolte gronde chez plusieurs jeunes filles des années 50. Comme elle, Élise vit des élans d'émancipation et se retrouve bientôt vendeuse à Québec. En fait, un peu plus tôt que prévu. Il faut dire que la sage Élise, ça c'était le personnage dans la vie. J'étais une jeune mariée, bon, normalement constituée, et je suis tombée enceinte. Imaginez la douce Élise, la pure Élise. Alors, il a bien fallu en parler à M. Choquette. Il a donc fallu qu'il change un petit peu son plan de match, si bien que petit à petit, les gros plans se sont ajoutés aux gros plans, de plus en plus gros. Et puis, il a fallu m'expédier comme vendeuse à Québec. Donc ça a été pour que je puisse accoucher de Sophie. Je me sens porté à être généreux. Hé, ça promet. Plus que tu penses, mon père. Je me sens généreux jusqu'à vous offrir en cadeau un de mes cottages. Oh, monsieur Latour. Oh, mais c'est possible. Es-tu sérieux? Élise ne tarde pas à reprendre son rôle de femme au foyer. Après son mariage, avec un bon parti, elle peut enfin annoncer à son tour la grande nouvelle à ses beaux-parents. Ça paye de faire des cadeaux. Oh, mais vraiment, monsieur Latour. Élise Welder a rencontré Marcel Latour, que je jouais, je venais, moi, d'une famille de nouveaux riches d'Outremont, et ils ont fini par s'épouser, bon, et alors ça a continué comme ça. Et c'est drôle parce que à plusieurs reprises, des gens sont venus me dire vous savez, Élise, on l'a tellement aimée que notre fille, on l'a appelée comme ça. Voilà. Alors, disons que c'était un très joli personnage qui plaisait bien, je pense, au public et auquel je suis redevable d'une certaine notoriété. Mais au début des années 60, à la faveur de la modernisation du Québec, plusieurs femmes telles Thérèse Casgrain sur la scène politique, Lise Payette à la radio ou Jeannette Bertrand dans son Courrier du cœur dénoncent de plus en plus ouvertement les contraintes et les restrictions auxquelles les femmes sont soumises.
tu te aperçois que la vie, c'est très, très court et que c'est un cercle. Et que ce que tu as voulu prouver à la fin, tu le prouves encore. Moi, je suis née dans une famille de garçons où les garçons étaient très, très valorisés. Et moi, j'ai voulu toute ma vie prouver qu'une fille, ça valait quelque chose. Alors, tout ce que j'ai écrit était dans ce but-là. Plusieurs auteurs de téléromans commencent à s'ouvrir aux revendications des femmes. En 1960, dans Fille d'Ève, Louis Morissette, le créateur de Rue des Pignons, n'hésite pas à donner la vedette à des jeunes femmes modernes et indépendantes. Là, il y avait beaucoup de jeunes femmes célibataires qui se débattaient avec leur travail, avec la vie en général. Donc ça prouvait à certaines personnes qu'on pouvait faire autre chose dans la vie que d'être mariée et avoir des enfants. Les Filles d'Ève, qui sont au nombre de 4, partagent un appartement dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal et vivent leur vie chacune à leur manière. Dans Filles d'Ève, je jouais un mannequin. C'était agréable parce qu'on était un groupe de filles. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Allons, ma petite mésange, courage. Qualifiée de téléroman de la femme d'aujourd'hui, Filles d'Ève ne tarde pas à passionner les téléspectatrices qui partagent les aspirations et les rêves de Diane Châtel, à qui André Lachapelle prête son visage. Tu vas toujours te tirer d'affaire, toi, dans la vie. Tu as oublié d'être bête, malgré ta jolie frémousse. Allez, laisse-moi m'habiller, j'ai un rendez-vous. Beaucoup de femmes m'ont dit après, c'est fantastique parce que vous nous avez donné le goût de vivre des carrières, d'avoir des carrières. Et puis, je pense que c'était la première fois qu'on voyait des filles s'établir en appartement, vivre ensemble et avoir des carrières. Et puis de ne pas être l'image de la femme à la maison. Ça a rendu les femmes plus autonomes. Je pense aux jeunes femmes qui avaient été élevées avec l'idée de se marier et que sans enfants, on était hors de l'Église puis hors la loi. Et puis là, tout à coup, ça permet, je pense, à des femmes d'envisager une vie sans nécessairement se marier et puis avoir des enfants. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements ont fait appel aux femmes pour travailler en usine et dans les bureaux afin de soutenir l'effort de guerre. Elles ont répondu en masse à cette sollicitation. Mais entre-temps, elles ont pris goût au travail à l'extérieur, à l'argent, à l'indépendance. Après la guerre, il fallait les renvoyer dans leur domicile pour permettre aux hommes de retrouver leurs emplois. On a alors inventé le concept de la reine du foyer, avec son petit bungalow de banlieue, ses 2 ou 3 chérubins et sa laveuse automatique. Certaines femmes ont résisté à cette propagande du bonheur. Ce sont les doutes, les hésitations, mais aussi la détermination de ces avant-gardistes que Filles d'Ève met en scène. Alors que Radio-Canada annonce la dernière saison de Filles d'Ève, le Journal des vedettes organise une vaste campagne pour empêcher la disparition de la série. Malgré l'appui de 6000 téléspectateurs, Filles d'Ève quitte l'écran en 1964. Petite consolation, les fans sont toutefois invités à suivre la suite des aventures des Filles d'Ève à la radio de CKAC. En 1966, Radio-Canada présente Moi et l'autre. Dans cette comédie de situation signée Gilles Richer, 2 femmes délurées allaient tout bousculer sur leur passage. Les 2 filles de Moi et l'autre, on pouvait en comprendre qu'elles avaient certainement une vie personnelle et tout ça, sans que ce soit annoncé à l'écran. On voyait bien qu'elles avaient une vie peut-être sexuelle. Tiens, Macré, qu'est-ce que tu fais là? Je vais régler ton problème, Denise. Mon jugement est certainement meilleur que le tien. Incarnés par Dominique Michel et Denise Filiatro, Dodo et Denise habitent un chic appartement de l'ouest de la ville, s'habillent avec audace et n'hésitent pas à séduire les hommes. Ta fête? Oui. Bonne fête. Tout de suite, Moi et l'autre pulvérise les records de cote d'écoute à Radio-Canada. Alors, tout ça, ça amenait à une sorte d'émancipation de la femme. Après, il y avait les téléromans où la mère de famille était valorisée, mais autrement dit, la personne qui était célibataire n'était pas dévalorisée parce qu'elle n'était pas mère de famille. Ça, je pense que la télévision a contribué à cette acceptation-là des célibataires. Un message
message important pour les aînés du Canada. Si vous avez 65 ans ou plus, vous devriez déjà recevoir la pension de la sécurité de la vieillesse. Et si vos revenus sont modestes, il se peut que vous ayez droit au supplément de revenus garanti. Si on n'a pas communiqué avec vous, nous vous invitons à vous renseigner davantage. Pour avoir de l'information, il suffit de composer le 1-800 au Canada et quelqu'un vous aidera. Un message du gouvernement du Canada. Monture Nina Ricci, seulement $199. Tous les grands noms, tous à des prix surprenants, tout le temps. Chez New Look. Maman, je t'aime beaucoup. Puis je sais que tu veux prendre soin de moi. Que tu veux me donner quelque chose de bon quand j'ai un petit creux. Mais ça va pas du tout. Mais pas du tout. Puis à part de ça, c'est quoi ça? Les bars Galettes Opégo, de délicieuses collations remplies de bonnes choses pour remplir un petit creux, comme de l'avoine et de vrais fruits. Les bars Opégo de Vachon, une excellente source de collation. J'en ai joué de ça cet après-midi. Enfin, mon filet fouetté. Tellement délicat. Comme ma musique, finalement. Le fromage à la crème Philadelphia fouetté, divinement délicat. Seriez-vous étonné d'apprendre que tous veulent sauver de l'énergie et être moins dépendants des ressources naturelles non renouvelables? Le plus étonnant, c'est que nous pouvons maintenant sauver de l'énergie grâce aux plantes. Les cultures biotechnologiques de canola nécessitent moins de culture du sol, ce qui réduit la consommation de combustibles fossiles. Ceci n'est qu'un exemple qui démontre comment la culture biotechnologique peut nous aider à préserver l'énergie. Pour en savoir davantage, communiquez avec nous. Vous trouvez pas qu'ils agrandissent la pièce? Ah, ils sont magnifiques, ma belle. Mais est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Combien ça coûte, tout ça? Pourquoi vous me demandez ça? Ben, parce que... Trop dépensé pour habiller vos fenêtres? Venez au marché du store pour habiller vos fenêtres au meilleur prix. Tous nos stores sont fabriqués ici même dans notre manufacture. Et c'est vous qui en profitez. Pour le plus grand choix et les meilleurs prix garantis. Le marché du store, c'est si simple. 31 jours de chance, ça me dépasse. Il y a des Jeep Grand Cherokee, des Mercedes, des croisières. 100 000 $ le premier jour, 100 000 $ le deuxième jour. Et c'est comme ça pendant 30 jours. 100 000 $ à tirer chaque jour. Et le 31e jour, c'est 1 million. 31 jours de chance, c'est plus gros que gros. L'Auto-Québec a créé la fondation Mise sur toi. Problème de jeu? 1-866-SOS-JEUX. Guy projetait là-dedans des situations... la première série étant écrite dans les années 70 où il y avait encore des féministes radicales très actives, c'est ça. Donc, il visait un peu, j'imagine, une satire de ce type de féministe-là. Dans le fond, tu acceptes très bien que Rémi soit le chef. J'accepte, c'est vite dit. En 1977, dans Jamais deux sans toi, Guy Fournier met en scène la première féministe radicale de l'histoire du téléroman. Tu sauras qu'une femme qui consent à coucher avec un chef, c'est une femme qui accepte l'esclavage. Marie-Josée. Incarnée par Micheline Langto, Marie-Josée Lafleur est une femme divorcée qui tient les hommes responsables de presque tous les maux de la terre. Le personnage était pour moi une charge. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais vraiment perçu comme un personnage straight. Là, je le jouais vraiment avec ce que les Anglais disent « tongue in the cheek », là, avec un sous-entendu. Alors que les années chaudes du féminisme battent leur plein et que les femmes sont de plus en plus nombreuses à réclamer l'égalité totale avec les hommes, Guy Fournier n'hésite pas à plonger au cœur des conflits matrimoniaux, mettant aux prises Francine et Rémi Duval, un couple traditionnel que Marie-Josée s'empresse de contester. Essentiellement, ce personnage-là, sa job dans la série, du moins dans la première série, c'était de faire chier Rémi. C'était vraiment ça. Voilà!
Ben, tu peux l'ouvrir, ça mord pas. Je sens que tu vas bien t'amuser. Mais le premier personnage à l'origine, c'était un déclencheur de situation, un déclencheur de drame, entre guillemets. C'est-à-dire que j'étais celle par qui le scandale arrivait tout le temps. Plusieurs téléspectatrices s'identifient alors à Francine, l'épouse attachante incarnée par Angèle Coutu, qui veut bien s'émanciper, mais n'ose aller trop loin de peur de mettre en péril son bonheur conjugal. Francine est devenue une espèce de femme relativement sage. D'ailleurs, Angèle Coutu, qui l'a joué, s'en plaignait parce qu'elle aurait aimé. Elle me disait toujours, mais fais-moi faire des folies. Mais je disais, non, le personnage ne peut pas faire de folie. C'est pas ce genre de personnage. La qualité de Fournier, ben, c'est son humour, j'imagine. C'est un humour très, très, très particulier. Il y en a pas. C'est son trademark, hein? C'est sa signature. C'est quelqu'un qui aime les femmes profondément, puis ça paraît. Je pense qu'il faut avoir cet amour-là des femmes pour écrire bien pour les femmes. C'est pas fréquent. Le plus difficile, c'est de respecter le personnage, de respecter les personnages que tu as créés. Parce que, et c'est beaucoup le problème des auteurs qui commencent d'oublier le personnage qu'ils ont créé, d'oublier que le personnage est fait et taillé de telle façon et qu'il y a des choses que ce personnage-là ne pourra jamais se permettre. Les coups bas peuvent provoquer une contre-attaque brutale et transformer une querelle raisonnable et fructueuse en une épouvantable bagarre. À force de se faire dire à quel point elle est exploitée et opprimée par Marie-Josée, Francine en vient tout de même à se questionner. Qu'est-ce que tu fais? Je me défoule, si tu veux le savoir. Francine, c'est la photo officielle de l'Association des courtiers. Bien que le personnage de Marie-Josée soit un clin d'œil moqueur de Guy Fournier à la cause féministe, de nombreux téléspectateurs le prennent au pied de la lettre. Comme je partais du principe que c'était un personnage humoristique, j'ai plutôt puisé là, c'est-à-dire que je le chargeais beaucoup, volontairement, pour qu'on s'aperçoive un peu que c'était pas un personnage qui était sérieux, mais il était pris très au sérieux. Et ça, j'ai sous-estimé l'impact de ce personnage-là sur la conscience du monde, en fait. Même si le féminisme était très en vogue durant les bonnes années de Jamais 200 toits, très peu de femmes exprimaient autant d'arrogance, de mépris que Marie-Josée Lafleur. Toujours montée aux barricades, totalement intolérante, toute griffe dehors, elle pouvait mieux que personne faire enrager Rémy Duval, mettre à vif son côté machiste et parfaitement conservateur. Cette exagération a probablement provoqué une catharsis extraordinaire, plus efficace que tous les discours modérés. Mais Marie-Josée Lafleur paiera très cher cette intransigeance en mettant au monde un monstre, son fils Francis. Un homme qui était la parfaite représentation de ce qu'elle avait abhorré pendant toute sa vie. Moi, je ne l'ai vraiment jamais pris au sérieux, ce personnage-là. J'ai commencé à la prendre au sérieux quand Guy lui-même a changé de registre par rapport à l'émission, c'est-à-dire quand il est revenu avec Les Heures, où là, l'émission était moins carrément satirique ou moins comique. Le personnage a pris beaucoup d'ampleur quand il a inventé Mon fils délinquant. Dans la première série, Marie-Josée avait avoué qu'elle avait un garçon. Mais personne n'aurait pu imaginer que ce fils deviendrait Francis, un parfait macho, aussi odieux avec sa mère qu'avec sa femme. J'avais fait, qui était joué par Jean Petitclerc, un personnage vraiment irresponsable, vraiment très dur avec sa femme. Tu avais là un personnage qui était une face à claque, finalement. Mais pour moi, il était fascinant justement à cause de son amoralité, à cause de son peut-être parce qu'il se permettait des choses que j'aurais voulu me permettre puis que je me suis jamais permis, comme de sacrer le camp, d'être totalement irresponsable vis-à-vis sa femme, une chose que moi, j'ai jamais fait. Pour que tu sois sûr que je suis ce que tu penses. Un bum, un maudit pourri, un voyou, un trou de cul!
J'ai jamais pensé ça. Par une ironie du sort et de l'auteur Guy Fournier, Marie-Josée Lafleur se retrouve ainsi à avoir engendré le pire type d'homme qui soit et contre lequel elle s'est battue toute sa vie. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Penses-tu que j'aime ça que tu sois comme lui? Arrête, ou ben je te tue! Arrête! C'est là que le côté vrai de Marie-Josée Lafleur est apparu. Paradoxalement, ça a renforcé son aspect féministe radical, c'est-à-dire que j'étais obligée de la jouer beaucoup plus sincère, entre guillemets, dans ses aspects relationnels. Jamais 2 sans toi, deuxième série, plaît autant sinon plus que 10 ans plus tôt. En décembre 1992, la série remporte 6 prix Gémeaux, dont ceux des meilleurs premiers rôles masculins et féminins, remis à Jean Bestré et Angèle Coutu. En recevant le trophée du meilleur téléroman, la réalisatrice Céline Hallé n'a pu résister à laisser tomber une boutade à saveur féministe. Royal Marcoux, Yves Mathieu, ces gars-là ont travaillé aussi fort que des filles. C'est Guy Fournier qui a préparé mon texte. Voudriez-vous essayer un Reason? C'est nouveau. Bien sûr, OK. C'est un bonbon? C'est quoi, Reason? Ah, c'est à vous de me le dire. Chocolaté, ça se mange bien. C'est agréable, hein, sous la dent? Ils sont vraiment différents. Les Reason ne sont pas trop sucrés. Des caramels au chocolat enrobés de chocolat. C'est vraiment chocolaté. Est-ce que je peux en avoir un autre? Bien sûr. Ah ouais! Les nouveaux Reason, fortement chocolatés. Essayez-les, vous verrez. D'ajouter le supplément de calcium caltrate avec vitamine D à son régime alimentaire. Lorsque vous êtes d'un âge avancé, que vous entrez dans l'âge mûr, ou devriez-vous songer maintenant à prendre caltrate avec vitamine D? Selon des études, le régime moyen manque de calcium. À tout âge, si votre alimentation est pauvre en calcium, pensez à caltrate avec vitamine D en comprimé ou nouveau carré à mâcher. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour aider ses os à demeurer sains et forts. Quand j'étais petit, j'avais une seule passion, les Hot Wheels. Vous vous rappelez les petits bolides aux formes étranges et aux couleurs flamboyantes? J'aurais jamais pensé qu'un jour je conduirais un véhicule aussi cool. Eh ben, je me suis trompé. Voici ma voiture. Le PT Cruiser 2002 de Chrysler. Mais qui décide de votre coiffure, vous ou vos cheveux? À vous le contrôle, avec Fructis Style, nouveau de Garnier. Produit coiffant révolutionnaire au micro-cire de fruits. Une fixation renversante. Pâte modelante, modelage et remodelage. Les lissants, contrôle des frisottis. Spray, contrôle longue durée. Garnier Fructis Style, c'est prouvé, ça fixe pour une tenue maximale aussi longtemps que vous le désirez. Soyez maître de vos cheveux avec Fructis Style, nouveau de Garnier. Garnier. Cette année, Desjardins a retourné à ses membres la somme record de 300 millions de dollars en ristourne. Quelle autre institution financière en fait autant? À l'automne 1982, Radio-Canada présente La Bonne Aventure. Ce premier téléroman signé Lise Payette met en scène les aspirations de 4 jeunes femmes à l'aube de la trentaine. Jusqu'à ce moment-là, les téléromans mettaient toujours l'accent sur la soumission des femmes, le côté moral des femmes. Donc,
il y avait des gens qui devenaient très révoltés, très violents. D'autres qui ont, dans ça, trouvé leur liberté, enfin. La capacité d'exprimer leur vraie liberté. D'être elle-même. J'avais besoin de ça, moi aussi. J'avais besoin de trouver ma place. Mais là, quand j'ai entendu parler Lise Payette de son projet, là, tout de suite, j'ai trouvé que ça faisait mon affaire, puis je lui ai écrit. Christiane Pasquier se retrouve dans la peau de Anne Demers-Leroux. Un mari parfait, 2 beaux enfants. Anne est heureuse, mais demeure partagée entre la maison et le travail. Anne pouvait affirmer quelque chose, mais en l'affirmant, on savait très bien qu'elle était en train de nier quelque chose d'autre. Alors, c'est ce qui faisait qu'elle était toujours entre deux. Ses désirs, ses vrais désirs, sa vraie gourmandise, et puis son sens de ce que devrait être un comportement responsable. Elle donnait aucun espace à ce qu'il pouvait y avoir de rebelle en elle ou de désobéissant. Aucun espace à ça. Alors, ça la tourmentait beaucoup. C'était un personnage tout à fait déchiré. Comme Anne, ses 3 grandes amies, Martine Poliquin, la fille fonceuse incarnée par Nathalie Gascon, Hélène Savoie, l'avocate raisonnable, jouée par Joanne Côté, et Michel Dalpé-Martin, la femme divorcée, jouée par Michel Léger, sont tiraillées entre l'éducation qu'elles ont reçue et leur désir d'autonomie et de liberté. À L4, elles offrent un bon portrait de la génération des femmes de l'après-féminisme. Journaliste et animatrice à la radio et à la télévision dans les années 60 et 70 et première ministre à la condition féminine, Lise Payette n'a jamais cessé de défendre les droits de la femme. Hier, à l'heure du repas, elle a tranché le pain. Versé l'eau chaude sur le thé dans la théière, elle a apporté le sucrier, le beurrier, le pot de lait. Elle a aussi aidé à servir le poulet rôti. Yvette est une petite fille bien obligeante. Yvette est une petite fille bien obligeante. Monsieur le Président, comme on apprend ça dans les écoles, à l'époque où on se parle maintenant. Laissez donc répondre. Alors, s'il vous plaît. Mon intention était de continuer ce que je fais depuis 20 ans, Monsieur le Président, et d'aider les femmes du Québec à sortir de ces stéréotypes dont nous sommes affublés. En décidant de passer à l'écriture de téléromans, elle ne cache pas vouloir changer les mentalités et faire réfléchir les femmes. Elle, c'est une révolutionnaire. Et on était au service de ses buts à elle. Mais il y a eu une symbiose tout de suite entre ce personnage et moi. Il y a eu vraiment une symbiose. Parce qu'à ce moment-là, mon idéal était rempli. Je pouvais être utile, puis en même temps faire mon métier dans un personnage qui était fort, avec des traits bien dessinés. Liées par une profonde amitié, les filles de la bonne aventure peuvent toujours compter les unes sur les autres. Mais lorsque son mari meurt dans un accident bête, Anne cherche du réconfort auprès de Blanche Martel, la grand-mère de Martine. J'avais un mari que j'aimais plus que tout au monde. On ne demandait rien de plus, on dérangeait personne. Alors pourquoi? Oh, laisse-la pleurer, laisse-la pleurer. Si elle en a besoin, il faut que ça sorte. Blanche représentait un personnage tout nouveau, une grand-mère qui faisait jamais la morale, qui était sereine. Elle était sortie des préjugés totalement. Elle était simple, une grande simplicité. Et sans complexe, sortie de la compétition, sortie de la performance, sortie du paraître, sortie de tout ça. Qualifiée par la journaliste Louise Cousineau de téléroman qui prend aux tripes, La Bonne Aventure captive bientôt près de 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices de tous âges. C'est incroyable ce que ça a eu comme effet dans la population. Non seulement chez les gens de cet âge-là et plus âgés, mais chez les plus jeunes aussi, parce qu'il y avait eu tout cet éclatement. Le téléroman, c'est une référence directe là, de la vie au quotidien. Ça va vite, c'est un art rapide, hein? Mais c'est quand même... Ça sert aux gens. Pourquoi ils le regardent, les gens? Pourquoi ils le regardent? Ils vont chercher quelque chose là-dedans, une inspiration. C'est sûr que c'est rapide, c'est pour utilisation rapide, mais un miroir, oui, ça fait du bien des fois, ça peut réconforter de se reconnaître. Alors que la série quitte l'antenne en 1986, les événements ont forcé les 4 femmes à évoluer. Même Anne, qui avait fermé la porte au bonheur, réalise que la vie lui réserve encore de bonnes aventures. J'étais morte, puis mon cœur s'est remis à battre.
Quand je suis avec lui, tout devient plus facile. Les idées noires s'en vont. Même Benoît disparaît complètement. Ça peut pas être mal. Ça peut pas être mal. Elle a pris conscience de sa place, de son pouvoir, de ses besoins et de son pouvoir de changer les choses aussi dans ces conventions auxquelles elle avait tant obéi avant. Et ce qui était le but de Mme Payette, en fait, donner à la femme de 30 ans sa place dans la société. En décembre 1986, les lundis soirs à Radio-Canada, les filles de la Bonne Aventure cèdent leur place aux Dames de cœur. Lise Payette, en collaboration avec sa fille Sylvie, s'intéresse cette fois aux femmes au tournant de la cinquantaine. C'est la première fois que j'entendais parler autant de l'intrigue d'un téléroman. Pas du téléroman lui-même, mais de l'intrigue du téléroman et des personnages d'un téléroman. Excusez-moi. Allô, toi? On a préparé non. T'es beau, Merci. Lucie. Oui. Ah, Véronique. Cette fois, vous faites vraiment partie des nôtres. Dès le premier épisode, les téléspectateurs font connaissance avec les Dames de cœur et leurs époux respectifs, qui partagent le même bureau de comptable. Derrière les sourires mondains, on devine les insatisfactions et les rêves inassouvis. Excusez-moi. C'était tellement bien écrit, les scènes, qu'on n'avait presque rien à faire pour... Bien, on avait à le jouer quand même, là, mais c'était finalement simple de rentrer dans les personnages. Lucie Bello, la femme trompée incarnée par Louise Rémy, ainsi que Claire Trudel, jouée par Luce Guilbeault, et Évelyne Lamontagne, jouée par André Boucher, représentent bien les inquiétudes des femmes au foyer une fois les enfants élevés. Quant à Véronique, la femme de carrière, jouée par Michel Rossignol, c'est plutôt le désir de maternité qui la tenaille. Mais toutes les quatre font face à d'importantes remises en question aux grandes dames de leur mari. Roger, ben, c'était un bon vieux macho, représentatif de, je dirais, d'une certaine faction de la population à ce moment-là. Il est comptable. Et pour lui, c'est très important de bien paraître, d'avoir une certaine sécurité. Cette sécurité-là, il la retrouve en banlieue, avec sa femme. Et les problèmes surviennent au moment où, justement, sa femme veut s'émanciper. Lise Payette n'est pas tendre avec les hommes. Si Roger, le mari d'Éveline, interprété par Raymond Bouchard, puis par Pierre Gobeil, est le digne représentant des hommes bornés et violents, celui de Lucie, le célèbre Jean-Paul Bello, créé par Gilbert Sicotte, est le pire macho qui soit. Oh mon Dieu, Jean-Paul, c'était le plus grand hableur que j'avais jamais rencontré de ma vie. C'était un homme qui est amoureux de sa femme, mais qui est amoureux aussi de sa maîtresse et qui voulait les deux, qui voulait tout, en fait. Oui, bonjour, mademoiselle. Jean-Paul Bello. Oui, ça va bien. Pouvez-vous me préparer 2 bouquets de fleurs coupées? Un dans les tons de rose mauve, là? Oui, ça, c'est ça, parfait. Puis l'autre, ben, n'importe quoi, à votre goût, là, ça n'a pas d'importance. C'est ça. Je passe dans quelques minutes. Merci. C'était quelqu'un de qui on pouvait dire, moi, beaucoup d'hommes, on disait, ben, fais pas ton Jean-Paul Bello, tu sais, hableur, menteur, raconteur de n'importe quoi, menteur. L'ironie veut que Jean-Paul, cet homme aux propos on ne peut plus sexistes, devienne le personnage le plus populaire de la série. En ce sens, Jean-Paul est l'incarnation parfaite de ces hommes qui méprisent les femmes et que les femmes adorent quand même. C'était vraiment le macho parfait, là. En même temps, très attachant. On ne peut pas ne pas être amoureuse de Jean-Paul Bello. D'ailleurs, il y a plein de femmes, plein de spectatrices, de téléspectatrices étaient amoureuses de Jean-Paul Bello. Tu ferais pas ça? Pousse-moi pas à bout. Tu vas leur gratter ton, je te jure! Je crois pas. Jean-Paul a beau nier avoir une maîtresse, Lucie ne peut plus supporter son rôle d'épouse trompée et somme bientôt son mari de prendre la porte. Est-ce que tu sais que quand je t'ai connu, t'étais absolument rien? Je suis toujours rien. C'est bien ça le plus triste. C'est une femme qui avait beaucoup de potentiel, finalement, et elle ne le savait pas avant de mettre Jean-Paul dehors. Elle l'a su après. Elle a décidé qu'elle partait sa petite affaire, et puis elle a ouvert un traiteur.
Qu'est-ce qu'elle dit, Roger? Evelyne va rentrer tôt, de toute façon. Toi, mêle-toi pas ça, c'est à ma femme que je parle. On t'a pas sonné, Lucie Bello, OK? Rentres-tu, oui ou non? Le succès des bouchées doubles dépasse bientôt les espérances des deux associés, Lucie et Evelyne. Mais Roger n'y va pas de main morte pour manifester son désaccord. J'ai sois raisonnable, s'il te plaît. OK? On en reparlera quand tu seras mieux. OK? Et lui, Roger, ne l'accepte pas. N'accepte pas que sa femme puisse se libérer comme ça. Absolument pas. C'est pas conforme à ses patterns, sa façon de voir la famille. Parce qu'à un moment donné, Roger, il perdait le contrôle. Il ne pouvait pas tolérer d'être contrarié par sa femme ou par n'importe qui, par ses enfants. Et là, il se choquait. Mais avant de se choquer, ben forcément, il allait cuver son vin. Et puis quand il avait bien cuvé son vin, ben là, paf, ça y est, ça sortait. Après les frasques de Jean-Paul, celles de Roger font à leur tour les titres des journaux. Lise Payette, qui n'a pas froid aux yeux, n'hésite pas en effet à aborder des sujets plus brûlants les uns que les autres. Aussi, Des Dames de cœur méritent sans aucun doute le titre de téléroman qui a fait le plus jaser. Le mardi matin, les gens dans les bureaux ou à l'université, des gens de différents milieux se posaient des questions sur ces femmes et sur ces hommes. Des gens plus jeunes, des gens plus vieux, des gens du même âge. C'était assez spécial. À partir des années 80, les revendications des femmes dans les téléromans visent de moins en moins à valoriser la mère, à défendre l'épouse ou à donner plus de droits à la fille. Mais à reconnaître simplement chez chaque femme une individualité propre, libre, maître de sa destinée. L'exigence de liberté prend alors une toute autre ampleur. Les femmes ne cherchent plus à être reconnues et acceptées dans leurs rôles sociaux, mais à devenir autonomes, indépendantes, seules face à leur destin. On passe alors vraiment de l'émancipation à la libération. Voulez-vous que je vous raconte la dernière de la belle? Là? Oui. Bientôt, elle va partir à quatre pattes à travers tout l'appartement. Oui, c'est vrai. Elle est tellement curieuse, là. Au fil des joies et des peines, Lucie, Claire, Evelyne et Véronique vont prendre conscience de leur pouvoir en tant qu'individus, mais découvrir également la force de la solidarité féminine. On peut me l'embreter, je ne sais pas. Pourquoi? T'aurais pas confiance? Mais oui, c'est pas ça, mais elle sortirait très dépaysée. Ça a réveillé beaucoup de monde, ça a fait se poser des questions à beaucoup de gens, parce que il y a beaucoup de gens qui m'arrêtaient dans la rue, dans la rue partout, les gens me parlaient de Jean-Paul, des Dames de cœur, des 4 Dames de cœur aussi, il ne faut pas oublier les autres, là. Les quatre étaient très différentes. À l'automne 1989, avec un signe de feu, Lise Payette signe le 3e et dernier acte de sa trilogie, qui regroupe les femmes de la Bonne Aventure et les Dames de cœur. Là, on a mélangé les gens de la Bonne Aventure, les 4 femmes de la Bonne Aventure qui étaient des femmes plus jeunes, et les 4 femmes des Dames de cœur, avec les 8 hommes aussi, là. Et ça a duré encore 2 ans après. Alors, là, il y avait 2 générations qui se rencontraient. On s'est finalement rencontrés. C'est la place pour des lunettes solaires à très bon prix, comme les bolets à seulement 99 $, les Nunarici à 139 $, les Tatous à 69 $ ou les Serengeti à 185 $. Les passionnés de lunettes solaires, New Look. Maman, je t'aime beaucoup. Puis je sais que tu veux prendre soin de moi. Que tu veux me donner quelque chose de bon quand j'ai un petit creux. Mais ça va pas du tout. Mais pas du tout. Puis à part de ça, c'est quoi ça? Les bars Galettes Opégo, de délicieuses collations remplies de bonnes choses pour remplir un petit creux, comme de l'avoine et de vrais fruits. Les bars Opégo de Vachon, une excellente source de collation. Voici l'essuie-tout Bounty à la texture doublement gaufrée. L'essuie-tout Rapido Presto est maintenant gaufré 2 fois. Chaque feuille est gaufrée une première fois, puis une seconde, pour que l'essuie-tout puisse tenir bon. Il est donc assez résistant pour absorber les liquides et les pires dégâts sans tomber en morceaux. Découvrez sa résistance. Utilisez Bounty pour toutes vos tâches de nettoyage quotidiennes et même pour celles auxquelles vous n'auriez jamais pensé. L'essuie-tout Rapido Presto Bounty, maintenant doublement gaufré.
certains produits dits autobronzants, c'est assez difficile d'avoir un beau hâle. Vous êtes soit striée, soit effrayante, mais surtout pas naturelle. Voici un produit révolutionnaire, la lotion autobronzante Été Infini de Coppertone. Sa formule brevetée avec hydratant et amplificateur de couleur, contenue dans 2 cavités, procure un bronzage d'allure fantastique en seulement 30 minutes. Ainsi, les endroits oubliés peuvent être couverts. Pour une couleur toujours uniforme et naturelle. La lotion autobronzante Été Infini de Coppertone, on ne peut être plus proche du soleil. Un sandwich n'est pas un sandwich sans la touche Miracle Whip. Maintenant offerte en bouteille pressable. Véronique. Gérald? Est-ce que je vous ai déjà dit que je vénérais chacune de vos ravissantes prémolaires? Et vous, Gérald, vos gencives sont belles à bénir. Voici la Brown Oral-B 3D XL. La seule brosse à dents au mouvement 3D d'oscillation et de pulsation pour un nettoyage en profondeur comme aucune autre brosse. Oh, Gérald, vous avez tellement peu de plaques que j'en craque. La nouvelle Brown Oral-B, rien ne bouge, rien ne nettoie comme elle. Évadez-vous pendant l'événement Escapade Soleil dans la salle à manger Saint-Hubert. Faites voyager vos papilles avec de délicieuses salades pleines de fraîcheur, de savoureux fajitas et tout un choix d'entrées et de desserts qui sentent bon l'été. On avait le goût de parler de l'anti-maman plouf, le contraire d'une mère conventionnelle comme on les a beaucoup connues dans la réalité, dans la fiction au Québec. En octobre 1996, TVA présente Le Retour, signé Anne Boyer et Michel Dastou. Ce téléroman raconte l'histoire peu banale d'une femme qui a abandonné ses enfants. On prenait un pari parce que le personnage de Madeleine, c'est venu de l'idée de parler d'une mère indigne. Donc, Madeleine, c'est une femme qui est partie de la maison, qui a abandonné sa famille. C'est pas très populaire comme idée de départ. La série ouvre sur le retour de Madeleine, qui ressurgit parmi les siens après 23 ans d'absence. Son fils Julien, qui n'avait que 5 ans lorsque sa mère est partie, cherche à comprendre. Putain, mon pète, OK? Bon, ben, on n'a rien à se dire. Laisse-moi le temps. C'est parce que j'ai un téléphone à donner, là. Je suis pressée. Pas trop demander, 5 minutes de ton temps. Ben, regarde-moi pas de même, là, on va pogner le fixe. Ah, ben, ça fait, quoi, 23 ans que je t'ai pas vu. Je peux-tu? C'était scandaleux. Pour une mère ne laisse pas ses enfants. Et nous, c'est ça qu'on voulait raconter, l'histoire d'une mère qui se choisit. Mais c'est sûr que c'est sûr que ce geste-là est très rebelle, marginal aussi pour l'époque, il y a 25 ans. Et 25 ans plus tard, quand elle revient, peu importe les raisons pour lesquelles elle dit qu'elle revient pour une chose, c'est pour se réconcilier avec son passé. Malgré l'antipathie que provoque le personnage de la mère indigne, Anne Boyer et Michel Dastou gagnent leur pari. Encensé par la critique, Le Retour devient rapidement l'un des téléromans les plus populaires. Il faut dire que les auteurs qui ont déjà co-signé Jeux de société et Sous un ciel variable bénéficient d'une longue complicité. On écrit, Michel et moi, nos épisodes à deux, vraiment à deux. Alors, une semaine, si j'ai écrit pour Rose, par exemple, la semaine d'après, systématiquement, Michel va écrire pour elle. Donc, jamais on s'approprie le personnage. Moi, je dis toujours que le travail en télévision ou même surtout pour la télévision, c'est d'abord l'histoire. Les Américains disent story, 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 puis je pense que c'est vrai. Il faut avoir une bonne base de personnages, il faut avoir des personnages crédibles, mais il faut les amener à un trajet, à une sorte de quête. Les auteurs connaissent bien l'âme humaine et savent écrire pour chacun des personnages et ils écrivent pas tous les personnages de la même façon. Ça peut sembler banal de dire ça, mais il y a des auteurs qui n'écrivent pas bien pour séparément chacun des personnages. Elle va rester plus longtemps que je pensais. Rita Lafontaine incarne Rose Landry. Depuis le départ de Madeleine, c'est elle qui a aidé son frère à élever ses 3 enfants. Le retour de sa belle-sœur, à qui elle voue une haine viscérale, la trouble d'autant plus qu'il menace son petit bonheur.
Tu t'es abaissé à aller la voir. Parle pas sur ce ton-là. Elle t'a demandé de l'argent? Elle m'a jamais rien demandé, puis c'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer. Ah, ça reste une profiteuse puis une maniganceuse pareille. Rose, c'était la mère de remplacement, très, très, très possessive des enfants, finalement, dont elle s'est occupée pendant des années, et une femme assez renfermée, une femme pas très ouverte, jalouse de l'amour qu'elle éprouve pour ces enfants-là, qu'elle a fait sien, finalement, après plusieurs années. Elle a fait son devoir, si on peut dire. Mais la vie l'attendait dans le détour, comme ça arrive souvent. Et il y a une évolution qui a suivi, qui a été fantastique. Madeleine Landry-Beaulieu apparaît comme une femme forte et émancipée. Mais l'interprétation sensible d'Angèle Coutu laisse deviner sous cette carapace une femme profondément blessée. Il y a une fragilité qu'on pressentait quand on a fait la description du personnage, mais qui nous est apparue quand on a vu Angèle interpréter le rôle de Madeleine, quand on l'a vu en contact avec ses enfants qu'elle n'avait pas vus depuis 25 ans, quand on la voit confrontée au rejet de certains de ses enfants. Il y a une espèce de fragilité qui se dégage d'elle, qui est très, très touchante. Jamais! Cette fille-là m'a tout pris. Mon mari, mes enfants, ma maison, ma tranquillité d'esprit, ma santé mentale. Elle n'aura pas mon chalet en plus! Pourquoi Madeleine revient-elle? Mais surtout, pourquoi est-elle partie? Peu à peu, on découvre le drame qui a causé sa fuite. La noyade de son plus jeune enfant, dont Rose s'était à l'époque empressée de la rendre responsable. Tout le monde dit que moi, j'étais un monstre. Moi, je le sais de quoi elle est capable. Cette fille-là, elle m'a haï tellement! Il y a quelque chose en elle qui a dit, on a juste une vie à vivre et il faut que je sorte d'ici et j'aille la faire. C'est une femme de coup de cœur, je pense, une femme passionnée, mais qui a vécu dans sa vie beaucoup, beaucoup de culpabilité. Un énorme sentiment de maturité traverse la série Le Retour. Car on ose enfin s'attaquer à deux stéréotypes, deux images intouchables, traditionnelles et idylliques de la femme. Celle de la mère qui aime inconditionnellement ses enfants et celle de la célibataire prête à sacrifier sa vie pour secourir les siens. Madeleine sera celle qui abandonne sa famille. Rose sera la tante apparemment dévouée et charitable, mais qui finalement va s'avérer tyrannique. Pour aller plus loin donc, pour envisager une véritable réconciliation en profondeur entre les hommes et les femmes, il fallait entreprendre ces deux procès. Rose et Madeleine, dont les vies étouffent sous le poids du remords et des secrets, trouveront finalement la paix en découvrant les vertus du pardon. Raconter l'histoire de femmes comme ça, on s'est beaucoup interrogé. On voulait qu'elle soit en évolution, ce qu'on a essayé de faire là, pendant les 4 dernières années. Puis le côté de Rose, je pense que c'est sa volonté de vouloir devenir une meilleure personne. En passant par le pardon, elle est devenue meilleure et je pense que ça fait partie de nos vies à chacun. On doit passer par une forme de pardon pour les choses passées qui nous ont blessés. C'est ça qui est beau dans cette évolution. C'est que les auteurs ont su justement la porter vers un accomplissement d'elle-même, une expression d'elle-même. La liste serait très longue d'énumérer l'ensemble des femmes qui ont su s'affirmer avec vigueur dans les séries dramatiques à la télévision. En particulier depuis 20 ans. Rosanna Saint-Cyr dans Le Temps d'une paix, Linda Hébert dans L'Ancien Conte, Myriam Gallardo dans L'Héritage, Bella Cormoran, Émilie Bordelot, Marilyn, Stéphanie Rousseau dans Scoop, Fortier. Elle serait longue effectivement cette liste, mais ferait surtout ressortir que d'un personnage à l'autre, nous pénétrons toujours de plus en plus intensément l'intimité de chacune de ces héroïnes. Nous nous rapprochons de leurs drames, de leurs doutes. De les connaître étroitement représente alors probablement le plus grand geste de gratitude que les téléromans ont su apporter aux femmes. Les autorités devaient se rendre compte qu'une femme, c'est l'égal d'un homme. Alors, c'est la télévision certainement, et les téléromans ont certainement contribué à cette chose-là. J'ai fait des choses que les femmes, à cette époque-là, ne faisaient pas. Tant mieux si ça profite aux autres. Très souvent, c'est arrivé que je rencontre des gens, des femmes d'un certain âge et d'un âge certain qui me disaient « C'est extraordinaire, c'est comme si vous nous donniez la permission de vivre et d'aimer. »
ça nous a servi de miroir. Bien sûr que ça nous ressemble. Tous ces personnages féminins ont évolué avec les femmes du Québec. Elles ont incarné leur déchirement, leur désir et leur réalisation. Elles les ont aidées parfois à se battre, parfois à se réconcilier avec elles-mêmes, ou qui sait, avec les hommes.